Stéphane Mandard va animer la discussion, sans problème. Et malheureusement, on n'aura pas la présence de Madame Lepage, qu'on a vu longuement aussi intervenir de façon très engagée. Vous avez vu ça dans le film, c'est dommage, mais elle sera représentée par François Damerval, qui est son chef de cabinet. Et qui connaît aussi très très bien la matière. Merci d'être venu. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Laura Buffet, qui est ancienne assistante parlementaire et qui travaille maintenant pour une ONG qui s'appelle Transport et Environnement à Bruxelles. Et le réalisateur, Sergio Guisardi, vous avez déjà vu tout à l'heure. Et maintenant, j'ouvre le débat et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer. Allez, on y va. Oui. Je vous invite à vous asseoir. Alors, effectivement, Corinne Lepage crevait l'écran de ce film. Donc, elle n'a pas pu venir ce soir, malheureusement. Mais elle sera bien représentée. Je pense que Laura aussi aurait pu être l'une des protagonistes du film. Pas forcément du côté des lobbyistes du biodiesel, mais j'ai l'impression qu'elle combat plutôt ces lobbyistes-là à Bruxelles également. On a vu un représentant de Transport et Environnement. Et Sergio, évidemment, nous a emmenés un petit peu à travers le monde, à travers ce film. J'espère que vous avez découvert, moi-même j'avais découvert pas mal de choses en visionnant ce film puissant. Et je félicite d'ailleurs la Fondation de l'Allemagne d'avoir organisé ce débat ce soir. Il y a un vrai sens de l'actualité puisque, à mon avis, ton film, Sergio, je ne sais pas si tu as prévu une suite, tu nous le diras tout à l'heure, mais je pense que ça mériterait vraiment une suite parce qu'il y a des protagonistes qui manquent à ce film que nous donne l'actualité. Je pense notamment à Total, puisque si vous avez suivi l'actualité des agrocarburants, des biocarburants qu'on appelle comme ça, alors peut-être qu'il faudra redéfinir ce terme, ça sera peut-être l'objet de ce débat aussi ce soir. Est-ce qu'on peut parler de biocarburants? Est-ce qu'il y a des carburants bio? Donc je vous parlais de Total parce que la semaine dernière, donc Total a reçu un feu vert pour ouvrir une bioraffinerie gigantesque à Lamède, dans le sud de la France. Donc le projet de Total, qui était une raffinerie avant conventionnelle, pour ne pas perdre complètement l'investissement, ont décidé d'essayer de faire du biocarburant. Donc il y aura une partie de ces carburants qui devraient être traités à partir de déchets, dont on a vu dans le film, qui était l'une des pistes peut-être de deuxième génération, d'huile végétale aussi, mais il y aura a priori beaucoup d'huile de palme dans cette bioraffinerie. Moi-même, j'avais rencontré le patron de Total il y a quelques semaines et j'avais posé la question. Mais vous savez qu'en Europe, en ce moment, le Parlement a décidé d'interdire l'importation d'huile de palme, dont vous avez vu les ravages que ça peut causer en Argentine, en Indonésie, pour ne citer que ces pays, aussi en Malaisie. Il m'avait répondu, voilà, faut savoir ce que veut l'Europe. Si on autorise l'importation d'huile de soja d'Argentine, il n'y a pas de raison qu'on nous empêche, nous, de fabriquer des biocarburants. Il faut être cohérent. C'est du dumping social, voilà, c'est du chantage à l'emploi. Si on veut plus d'entreprises, d'usines et d'emplois en France et en Europe, il faut le dire. Donc voilà, c'est toujours le même argument qui est avancé. D'un côté, l'emploi et de l'autre, la planète. Je pensais à un deuxième protagoniste qui pourrait figurer dans ton prochain opus, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, notre ministre de l'Environnement, qui se bat, qui annonce des mesures pour sauver la planète, la biodiversité, accélérer la transition écologique, et finalement qui a donné son feu vert à ce gros projet de biocarburant de Total, en disant qu'il allait quand même forcer Total à limiter les importations d'huile de palme, mais n'empêche que ça va avoir des conséquences assez faramineuses en France et en Europe. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'actualité récente, et peut-être avant d'aller plus loin dans la réflexion et le débat, vous demander à tous les deux déjà une première réaction par rapport à ce film que moi j'ai trouvé puissant, nous dire un petit peu ce que vous avez pensé comme ça à chaud du film de Sergio. Laura, peut-être pour commencer. Oui, bonsoir à tous et merci pour l'invitation à participer aujourd'hui.
Peut-être juste pour dire ce qui est transport et environnement, parce que je sais qu'en France, c'est pas très connu. Donc, on est une ONG basée à Bruxelles. En fait, on a une fédération d'ONG. Et par exemple, en France, on a des membres comme le Réseau Action Climat qui font partie de notre fédération. Mais on est vraiment que basé à Bruxelles et on opère vraiment que au niveau européen. Une réaction, je pense que pour nous... C'était Cannes il n'y a pas longtemps, donc on imagine qu'on est dans le jury du Festival de Cannes. Et dites-nous votre appréciation de ce film. En fait, j'ai déjà vu le film il y a plusieurs mois, mais... Fallait pas le dire. Pour moi, ce qui est très très intéressant, c'est que en fait, c'est la première fois que le débat autour des agrocarburants est expliqué si simplement. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce message assez simple qui soit passé aux gens pour que les gens comprennent qu'il y a ces thématiques quand on va à la station essence pour faire le plein. Puisqu'en général, on sait ce qu'on mange, on peut regarder les étiquettes de notre paquet de biscuits, on peut regarder notre cosmétique, de quelle manière il est produit, les ingrédients. Mais en revanche, quand on va à la station essence, c'est impossible de savoir d'où vient le pétrole qu'on utilise et les agrocarburants qui sont dedans. Et la plupart du temps, personne ne le sait. C'est normal puisque personne ne nous le dit. On ferait pas un rapide sondage dans la salle pour savoir qui savait avant ce film qu'en allant à la pompe, si vous avez des voitures essence ou diesel, que dans votre essence ou dans votre diesel, il y avait une part de biocarburant. Levez la main, qui le savait? Dénoncez-vous. Quand même, ouais. Donc c'est une petite minorité, c'est à peine le pourcentage de biocarburant dans l'essence. Donc pour moi, vraiment, c'est le plus important le message le plus important de ce film, c'est juste expliquer déjà la situation, puisque finalement, peu de gens sont au courant de ce qui se passe en ce moment. Ensuite, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, j'ai commencé ce travail juste quelques mois avant ce fameux vote où on voit Corinne Lepage au Parlement et où ça se joue à une voix. Donc je me suis dit dans quoi j'arrive, ça a l'air super compliqué. Mais depuis, on a quand même vu des avancées. Il y a eu une réforme politique qui a été mise en place au niveau de l'Union européenne pour limiter la part de ces agrocarburants qui sont néfastes pour le climat. Donc il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, qui est lente et qui met du temps à être mise en place, mais on voit de plus en plus quand même d'éléments positifs au niveau du débat à Bruxelles et dans certains États, notamment en France. Je pense que maintenant, beaucoup de gens sont au courant de l'huile de palme, du problème que ça cause. Et donc je pense qu'il y a quand même une avancée, une prise de conscience qui s'est faite ces dernières années. Donc ça, c'est quand même positif. On y reviendra, peut-être nous redire le pourcentage aujourd'hui, parce qu'on était à 8%, 7%. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui est projeté? Donc actuellement, il y a une limite de 7% sur ces fameuses premières générations, produites à partir de cultures alimentaires. Et maintenant, il y a un débat au niveau européen pour savoir, après 2020, quel va être ce chiffre. Donc, pour le moment, c'est clair que ce sera maximum 7%, donc ça ne va pas être pire. Après, si on arrive à faire mieux, ce serait bien. Mais là, il y a des négociations qui sont en train de se faire et c'est encore pas très clair sur quel sera le chiffre final. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas au-delà de 7%. On espère. Sergio? Oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé, sûr, mais on espère. Voilà. La position de certains pays sont beaucoup plus dures que ce que Laure dit à l'heure actuelle. Et puis, si on garde les 7%, peut-être qu'on va requalifier certains biocarburants dits de la première génération pour les sortir des 7%. C'est notamment la volonté de certains hauts fonctionnaires français qui sont très créatifs et qui considèrent que le colza n'est plus un biocarburant de la première génération. Et donc, si on fait sortir le colza des biocarburants de la première génération, en fait, les agriculteurs français et européens sont contents, parce que c'est la grande majorité des matières premières agricoles qui sont utilisées pour produire des biocarburants en Europe. D'ailleurs, un autre acteur qui aurait pu avoir un rôle dans le prochain film, c'est le groupe Avril. Je sais pas, Xavier Belin, voilà, l'ancien patron de la FNSEA. Avril, alors c'est pareil, c'est très peu connu du grand public. C'est notamment eux qui sont propriétaires de Le Sieur. C'est un groupe absolument gigantesque. Et moi, je me rappelle, ça fait pas très longtemps que je travaille sur les sujets d'environnement. C'était l'année dernière, il y a un an tout juste. Je reçois un coup de téléphone d'un spécialiste de la communication qui bossait notamment pour la communication
de crise de Michel Platini, pour vous situer un petit peu les enjeux, et qui me dit voilà Stéphane, on se connaissait un petit peu, voilà Stéphane, je te parle d'un truc vachement important, voilà, ça s'appelle le diester, c'est le biodiesel made in France. Alors voilà, les parlementaires européens, ils préparent un projet, ils veulent réduire le pourcentage, justement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, le pourcentage de biodiesel, de biocarburant dans l'essence et le diesel. C'est vraiment mal parce que alors le groupe Avril avec son diester made in France, c'est super, il y a 20 000 emplois en France, et ils ont fait une grande campagne de publicité dans plein de journaux. Là, je vous en montre juste une comme ça, c'est dans le Figaro. Vous voyez, je suis pas vache, hein, je fais de la pub pour mon concurrent. Donc ils vous montrent des beaux agriculteurs français dans les champs. Ils faisaient des comparaisons avec le savoir-faire des grands couturiers français, et nous expliquant, alors c'était pas 80% de gaz à effet de serre économique, c'est 60%. Voilà. Mais bon, c'était voilà, une petite parenthèse, et un autre candidat pour le tome 2, l'épisode 2. François, une réaction par rapport au film? J'étais un peu bavard, pardon. Non, je t'en prie. Tout d'abord, je dois excuser Corinne Lepage pour son absence, mais elle a été retenue pour un sujet qui parle de corruption. Il a aussi sa place dans le tome 2, puisque pour le coup, la question de la corruption est une question latente sur la question des agrocarburants. Moi, je vais dire agrocarburants, parce que il n'y a rien de bio dans les carburants. Faut appeler un chat, ce sont des agrocarburants. Le film illustre très bien, parce qu'il est parti très tôt, de ce qu'est une fausse bonne idée. Et des fausses bonnes idées en matière énergétique, on en a énormément. Et on est capable de produire un nombre d'idées de ce genre sur les questions énergétiques. On pourrait revenir beaucoup plus en arrière. La crise de 73 conduit à arrêter les raffineries. Puisqu'on arrête les raffineries et qu'on baisse le rendement des raffineries, on va décider de mettre, puisqu'on a une solution nucléaire, on va décider de transformer les raffineries de fuel en diesel, et on va créer ce monstre qui est aujourd'hui le diesel, qui va émettre les particules fines qui sortent des moteurs. Typiquement, la fausse bonne idée qu'on va se taper pendant 100 ans. Avec toujours l'argument du CO2, d'ailleurs. L'argument la réduction du CO2 et des gaz à effet de serre. Et surtout l'emploi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait préserver l'investissement qui avait été fait pour les raffineries de fuel. Et donc, le diesel était la bonne idée de l'époque pour préserver l'emploi. Combien d'emplois ont été détruits derrière ? C'est une question qui est corollaire. Question corollaire à ce débat sur les agrocarburants. A-t-on encore besoin aujourd'hui de la voiture de la même façon ? Puisque la vraie question, ce n'est pas la voiture, mais bel et bien la mobilité. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une mobilité, et ne pas remplacer le débat aujourd'hui sur les mobilités par de fausses bonnes idées qui vont avoir des conséquences qu'on peut payer pendant un nombre d'années encore plus loin, puisque si on parle aujourd'hui des agrocarburants première et deuxième génération, nous avons les troisième et quatrième générations qui arrivent. Et ce débat-là, il faudra bien l'avoir, puisqu'à un moment, ce sont des grands débats de société. Et l'énergie est un grand débat de société. Grand débat de société que l'on n'a pas dans notre pays, qui est extrêmement tronqué dans tous les pays qui ont eu à avoir ce débat. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucun pays aujourd'hui qui a réussi à résoudre son débat énergétique. Celui qui est aujourd'hui le plus en avance, mais pour des raisons géographiques, c'est par exemple l'Islande, où il y a un vrai débat démocratique sur la question de l'énergie, mais avec aussi des intérêts qui sont extrêmement forts derrière. Et la question des intérêts est très très bien soulevée dans le film, et c'est aujourd'hui ce qui est le plus important dans ce type de débat, c'est quels sont les intérêts derrière. Qui va gagner ? Vous nous avez parlé d'Avril. Avril, il y a quelque temps, ça s'appelait Sophie Protéol. Sophie Protéol, groupe de Xavier Belin. Moi, ça me laisse un très mauvais souvenir de la négociation de 2013, puisque Xavier Belin, quand même, demandait à l'intégralité de ses salariés des bioraffineries de se mettre en grève, payés pendant 2 jours, pour faire pression au moment de la négociation du paquet agrocarburant. Donc c'était 10 000 personnes qui sont mises en grève en même temps. Beaucoup ne travaillaient même pas sur les bioraffineries, mais le chiffre était important pour faire pression sur le gouvernement français pour refuser à l'époque les 5% et pour avoir une position du gouvernement français à 8. On arrivera à 7. On était déjà à 4,7 en 2013. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 5,2.
Et c'est clair que la négociation va se réouvrir pour exclure le colza pour le mettre en agrocarburant de deuxième génération, histoire qu'il ne soit pas inclus dans la renégociation qui sera aujourd'hui autour de ce point-là. La vraie question, et c'est une question qui est corollaire à tous les débats qu'on peut avoir au niveau européen, ce sont bel et bien les questions d'intérêt. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur les questions européennes. Je reste un Européen convaincu, c'est que ces questions d'intérêt, elles sont transparentes quand on est au Parlement européen, quand on est à la Commission européenne, c'est-à-dire que l'intégralité des documents qui ont été fournis, je les connais tous. J'ai essayé de faire la même chose avec le membre du Conseil qui était la France, obtenir les documents. Je ne les ai toujours pas. Saisie de la CADA, etc. Impossibilité d'avoir les documents qu'a eu le gouvernement français et pourquoi ils se sont positionnés sur cette proposition à 8% à l'époque. Cette transparence qu'on voit au niveau européen, c'est pour ça qu'on peut en parler aussi aisément. Cette transparence-là, nous ne l'avons pas en France. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez rassurant, même si au final, le résultat n'est pas le meilleur. Et ça, après, c'est aussi une question de qui on désigne pour aller nous représenter au sein du Conseil, au sein du Parlement européen et au sein de la Commission européenne, tout simplement. Merci François. J'avais une question pour Sergio, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce thème et qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'attendiez pas du tout? Qu'est-ce que la principale découverte? C'est difficile comme question. La première partie de la question, elle est assez simple. Alors, en fait, j'avais à l'époque, pendant la présidence française, donc qui a déterminé ce qu'on appelait le paquet énergie-climat et qui a amené à l'arrivée des biocarburants, de ces obligations. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait 180 jours pour convaincre. Donc, j'ai suivi le gouvernement français dans toute sa présidence de l'époque. Et déjà, à ce moment-là, il y avait des questions qui étaient soulevées sur les biocarburants. Et il se fait que, pour l'anecdote, j'ai fait la conférence de presse de ce film à Berlin. Et en sortant de la conférence de presse, je reçois un coup de fil. C'est une copine qui me dit « Est-ce que tu ne veux pas faire un film sur les biocarburants ?» Et j'ai dit oui. Il y avait des démarches et je n'étais pas sûr. Et à la dernière marche, j'ai dit oui. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est vraiment pas compliqué. En fait, ce qui m'intéressait avec les biocarburants, je vais peut-être pas répondre, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'à travers une petite industrie, c'est qu'on pouvait avoir accès au monde de l'énergie, qui est quand même un monde, une des colonnes vertébrales de notre monde, et qui a une colonne vertébrale d'un point de vue décisionnel, c'est-à-dire c'est là où se trouve le pouvoir. Et avec les biocarburants, il y avait plusieurs acteurs et j'ai pu jouer les acteurs les uns comme les autres contre les autres pour avoir droit à des informations. C'est-à-dire que le combat était féroce entre eux, quoi. C'est quelque chose qui m'a relativement surpris en faisant ce film. Après, une des leçons à tirer, et ce que j'aime, malgré la défaite et ce que je dis toujours quand je fais dans des débats, de Corinne Lepage lors de ce vote, c'est qu'ils ont perdu. Le vote était perdu à une voix. À une voix. Ça veut dire que quand vous votez, une voix, ça compte. Une voix, ça compte. C'est-à-dire quand vous allez voter, réfléchissez pour qui vous votez. Réfléchissez pour les sujets qui sont importants dans votre vie. Et votez, sachez qu'au Parlement européen, ça compte. Une voix. Ça compte de mettre son bulletin dans l'urne. Et moi, c'est vraiment une des leçons que j'aime tirer de ce film. Après, si je pars sur l'Argentine, etc., c'est au-delà de ce que j'avais imaginé dans mes cauchemars les plus profonds. Enfin, un peu d'histoire. Quand est introduite l'idée des agrocarburants quand on commence à en parler, on a vu Bush et Lula en ouverture du film, mais quand jaillit cette idée de se dire tiens, on va rajouter des agrocarburants dans le... En fait, elle a toujours existé, puisque si on refait une vieille histoire de l'énergie, on est parti des lampes à pétrole,
des lampes à huile, et on a toujours su utiliser cette énergie comme étant une énergie qui, à un moment très ancien, a servi à apporter la lumière, a servi à un moment à se réchauffer les mains autour de la table, etc. Cette histoire, d'ailleurs, c'est tout à l'heure en amorce, on m'a placé le mot d'esclavage, c'est parce que j'expliquais en amont que l'esclavage a probablement été aboli plus pour des raisons économiques que pour des raisons humaines. C'est-à-dire qu'on a aboli l'esclavage parce que le charbon et tout l'aspect mécanique derrière était devenu moins cher que d'avoir des esclaves. Donc à quoi ça sert de continuer d'avoir des esclaves puisque vous avez une énergie abondante et moins chère? Toutes les révolutions qui se sont sous-tendues pendant les 3 derniers siècles ont toujours été liées à des questions énergétiques et des questions de communication. L'énergie a favorisé des vecteurs de communication, etc. Et aujourd'hui, on voit que ce phénomène historique se déplace, et notamment, il y a une question de changement d'équilibre dans le monde. C'est-à-dire que si on a pu parler à un moment d'un monde interdépendant, aujourd'hui, la volonté de pouvoir redévelopper une indépendance ou de cultiver de multiples dépendances pour ne pas être dépendant d'un seul, était devenue assez importante, et ça, c'est un phénomène qui est lié au 11 septembre. Moi, je lis le rebond des agrocarburants au 11 septembre. Comment certains pays vont vouloir se séparer de cette dépendance de certaines pétromonarchies, et comment on va pouvoir réussir à redévelopper l'huile de friture, etc., a servi dans des tracteurs pendant des années et des années. Donc la question des agrocarburants, elle est ancienne. Mais ce développement-là, moi je le lis au 11 septembre 2001, et c'est vraiment là où il y a une prise de conscience d'une volonté d'indépendance énergétique de certains États ou de quitter la dépendance d'autres États. C'est vraiment un aspect géopolitique. Peut-être juste pour ajouter qu'au niveau européen, en tout cas c'est surtout après les années 2000 qu'on voit un énorme boom, poussé par des pays comme la France ou l'Allemagne, qui ont essayé de soutenir leur filière agricole au niveau national et qui, du coup, ont poussé Bruxelles à adopter des objectifs énormes pour les agrocarburants. Mais ça vient vraiment de pays spécifiques qui avaient des intérêts financiers et aussi des gros lobbies derrière en termes d'agriculteurs, en fait, qui ont après amené à des objectifs énormes au niveau européen. Donc, les pays comme la France ont vraiment un rôle majeur qui ont joué là-dedans. Sergio ? Pour moi, il y a, en plus de ce que viennent de dire mes collègues ici, il y a 2 choses. Il y a les négociations sur la mondialisation et l'ouverture, la libéralisation des marchés. C'est-à-dire que l'agriculture a été, au niveau européen, l'objet de marchandage pour avoir accès à d'autres marchés. Et si on se replace dans les années 90, le budget de la PAC, c'est 70% du budget européen. Donc ceux qui avaient accès au portefeuille européen, c'était les agriculteurs. Donc, ils n'étaient pas très contents de voir qu'on allait les fragiliser d'une certaine manière. Donc, il a fallu les rassurer. On leur a dit, OK, on va vous offrir un nouveau marché qui était le marché de l'énergie des transports. Et donc, on a ouvert presque une boîte de Pandore qui a amené l'agriculture sur les marchés de l'énergie, d'être concurrentielle ou en tout cas liée au pétrole, beaucoup plus qu'elle n'était jusque-là. Ça, c'était important. Et puis, il y a un autre aspect qui est aussi l'aspect environnemental, c'est qu'après Kyoto, on a commencé à quantifier par des chiffres, par des études, l'impact environnemental du réchauffement climatique. Il a fallu diminuer les émissions de CO2. S'il n'y a pas Kyoto, il n'y a pas cette nécessité de réduire les émissions de CO2. Et ces 3 facteurs-là sont liés. Enfin, pour moi, ces 3 facteurs-là sont liés et font que les biocarburants ont le terreau nécessaire pour pouvoir, en tout cas, qui leur permettent d'émerger. François, pour cette... Je rajouterais à ça que les années 90 ont quand même eu lieu en Europe l'une des plus graves crises agricoles
avec notamment la vache folle, avec des denrées dont les coûts ne permettaient plus la survie des agriculteurs, qu'il a été donné une priorité à la production de céréales sur la production laitière ou la production de viande, et qu'on a créé aussi d'énormes monopoles sur les territoires. Ça a été l'émergence et l'arrivée du groupe Sophie Protéol dans les années 90, qui s'est fortement renforcé sur le dos d'une partie des agriculteurs. Et cette notion du bouc émissaire et de la montée d'une guerre entre producteurs de viande, producteurs laitiers et producteurs de céréales a toujours été assez bien entretenue par une partie des lobbies agricoles, notamment en France. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve en France ce caractère dominant, une volonté de développer ce type de filière. Parce que si vous êtes éleveur, les agrocarburants sont typiquement la chose que vous allez détester. Pourquoi ? Parce qu'il vous fait une forte inflation sur le marché des matières premières, qui sont le principal facteur de coût que vous avez dans votre exploitation agricole. Donc quand on dit que c'est une volonté des agriculteurs, c'est une volonté de certains agriculteurs. Ceux qui ont payé le plus cher dans cette question des agrocarburants, ce sont bien aujourd'hui les éleveurs. Et qui aujourd'hui a le plus de problèmes sur les marchés, et notamment les marchés agricoles, typiquement, ce sont les éleveurs. Donc ça a été vraiment aujourd'hui une guerre, même au sein de l'agriculture, de ceux qui avaient un bénéfice à court terme, à moyen terme et à long terme sur leur exploitation agricole, au détriment d'autres exploitations. Et c'est ce que montre très bien le film aussi, ce renoncement finalement à l'essence même de l'agriculture, hein, qui est d'abord nourricière. On renonce complètement. C'est un renoncement philosophique, métaphysique de soi-même, de son identité d'agriculteur, de se dire maintenant je vais produire pour alimenter non pas des hommes, des animaux, mais des voitures, des moyens de transport. C'est aussi ça qu'il faut peut-être remettre en question et que ce film touche vraiment du doigt. Laura, pardon. Non, je voulais juste ajouter que maintenant la nouveauté, c'est vraiment toutes ces compagnies pétrolières comme Total ou Eni en Italie, qui font face à un secteur du pétrole qui est en déclin, en fait. Donc leurs raffineries pétrolières ne fonctionnent plus autant à un niveau comme précédemment. Et il y a une diminution de la demande pour les produits pétroliers au niveau européen. On importe de plus en plus de produits raffinés d'extérieur aussi. Et donc c'est pour ça qu'ils sont poussés à trouver des fausses solutions, en fait, pour garder en place, pour garder les emplois qui étaient en place. Donc il y a aussi une volonté politique, bien sûr, de garder emploi contre environnement. Et ça, c'est vraiment la nouveauté des 2 dernières années. Avant, on ne voyait pas ça. Donc il y a un risque que vraiment il y ait une augmentation de ces transitions de compagnies pétrolières qui passent aux agrocarburants pour dire qu'ils vont garder des emplois et en même temps protéger la planète. Et donc ça, c'est un peu le risque qu'on essaie de limiter au niveau européen en faisant un peu plus de couverture médiatique sur le cas de Total, sur le cas d'Eni en Italie, Nestlé en Finlande. Donc c'est pas que un cas typiquement français, c'est vraiment dans d'autres pays européens où ça se produit aussi. Parce que finalement, quand on dit que les agrocarburants sont des concurrents aux énergies fossiles, au pétrole, c'est aussi leurs meilleurs alliés, puisque s'il n'y a pas de biodiesel, il n'y a pas de diesel, non ? Le biodiesel ne pourra jamais se substituer complètement au diesel. Ça dépend Il y a un type de biodiesel qui s'appelle HVO, donc notamment Total va investir là-dedans, et là on peut utiliser quasiment à 100% dans un véhicule diesel conventionnel. Mais la plupart du biodiesel qui est pour le moment produit au niveau européen, il doit être mixé avec du diesel à hauteur de 7-8%, pas plus. Donc il faut forcément une dépendance avec le pétrole. Donc c'est un dopant du diesel. D'où le fait de ne pas vouloir voir sortir l'étude qui est évoquée dans le film, c'est-à-dire que les agrocarburants, en plus, ne répondent pas du tout au cahier des charges qui a été vendu et du cahier des charges initial. Je voudrais rajouter aussi en tant que lobbyiste, parce que on en parle souvent très peu quand on parle des agrocarburants, mais vous avez aussi les semenciers. C'est-à-dire que vous avez certains types de semences qui sont très particulières, et notamment on voit pour le coup en Amérique du Sud,
vous avez eu des semenciers qui avaient un impact sur certains gouvernements qui était extrêmement important. Et aujourd'hui, si la forêt amazonienne a perdu 27% de sa surface, ce n'est pas uniquement pour du bœuf, mais c'est bel et bien aussi pour des plantes transgéniques. Derrière, vous avez toute l'industrie phytosanitaire, et c'est bizarre, mais on retrouve l'un des plus gros producteurs en Allemagne. Donc c'est un jeu sur les agrocarburants où on va avoir un facteur qui est ultra mondialisé. C'est ça aussi qui est intéressant dans les agrocarburants, c'est-à-dire qu'on va voir le jeu des équilibres qui peut se faire entre géopolitique, négociation commerciale, négociation climat, sans oublier au passage qu'il ne faut toujours pas oublier que pour une partie de la population mondiale, et notamment pour certains pays, le réchauffement global et le changement climatique est une bonne chose. C'est-à-dire que vous avez des États dans le monde qui soutiennent toujours que pour leur économie et leur industrie, le réchauffement global est bon. Je pense notamment à la Russie qui veut toujours continuer à avoir des voies navigables supplémentaires et de pouvoir aller forer le pétrole sous la calotte glaciaire. Donc, ne jamais oublier derrière que ces questions de climat sont des questions qui ne sont pas uniquement des questions d'intérêt général, mais qui sont bel et bien le cumul de 179 intérêts économiques pour chacun des pays. Et qu'il y a aussi des gagnants du réchauffement climatique. Donc. Oui, juste sur la présence de, effectivement, on voit Monsanto, on voit Roundup oui, partout. C'est quand on était sur la route, on s'enfilait les centaines de kilomètres, puis qu'on voit les panneaux, c'était assez hallucinant, parce qu'on est au milieu de nulle part, et puis bouffe Monsanto, bouffe Bayer, bouffe. Et puis, il faut dire que lors de la fameuse crise de l'Argentine dans les années 90, Menem a donné les clés du pays à Monsanto, c'est-à-dire que, et en échange, ils ont eu les terrains, toute la totalité, enfin les surfaces agricoles énormes pour pouvoir faire pousser leurs produits d'OGM. C'est assez intéressant par rapport aux images qu'on a, aux clichés. Entre Buenos Aires et Rosario, qui est le port quand on me voit dans le bateau, etc., c'est 300 km. Rosario, c'est le port à partir duquel part le soja partout dans le monde. Je résume. Avant, c'était des pâturages pour l'élevage des bovins argentins. Donc c'est là où les images d'Épinal, où on voyait les gauchos sur leur cheval monter et guider leur troupeau. Maintenant, c'est un seul champ de soja qui fait 300 km. C'est un seul champ. C'est ça la grande différence. C'est vrai que l'image est très impressionnante dans le film, quand on voit l'étendue et puis le port qui n'en finit jamais. En fait, un alignement de containers et de... Oui, c'est sûr, 40 km, c'est énorme. Et ça continue à grossir. Vous savez aujourd'hui où on en est ? Non, par rapport à ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Donc je préfère me... Je voulais simplement revenir sur l'aspect commercial et le fait que l'Union européenne passe de nombreux accords de libre-échange avec différents pays. Donc vous avez sans doute entendu parler du TTIP, donc c'était l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Bon, maintenant qu'il y a M. Trump, c'est en stand-by puisqu'il n'y a plus de négociations pour le moment. Mais au niveau des agrocarburants, en ce moment, l'Union européenne discute d'un accord de libre-échange avec l'Indonésie. L'Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme. Donc vous pouvez imaginer que dans ces discussions, la question des agrocarburants et de l'huile de palme va apparaître clairement. Et donc, on voit aussi un risque que tous ces accords commerciaux impactent négativement tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau
français et européens pour s'éloigner de certains agrocarburants comme l'huile de palme. Donc voilà, je pense que c'est aussi un élément à garder en tête. L'aspect commercial est très peu traité. Voilà, c'est assez technique, mais en fait, ça a quand même des impacts assez importants, puisque le lobby des pays producteurs est quand même très très fort. Et ça, on le voit clairement à Bruxelles. Les Indonésiens et les Malaisiens sont très très souvent à Bruxelles, rencontrent tout le monde, vont à Paris aussi pour rencontrer les ministères, et il faut pas l'oublier. L'huile de palme a très mauvaise réputation. Est-ce qu'il y a une sorte de classification des plus ou moins mauvaises huiles, rapport émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous pouvez nous refaire la petite classification, Oui, mais dans le film, vous avez vu, il y avait un graphe donc c'est un graphe que notre ONG a développé sur la base du fameux rapport Globium, et donc qui montre que l'huile de palme a en effet le plus d'émissions de gaz à effet de serre associées. Ensuite soja, ensuite colza et tournesol. C'est un peu la classification qu'on a de la dernière étude officielle qui a été faite pour la commission. Après, nous, ce qu'on essaie aussi de garder en tête, c'est que même si l'huile de palme est le plus émetteur et donc vraiment le pire, et donc il faudrait vraiment commencer par celui-là si on voulait éliminer des agrocarburants, pour nous, le problème, c'est surtout l'utilisation de la terre en tant que telle. Donc peu importe ce qu'on produit dessus, utiliser des grosses surfaces agricoles pour des monocultures, pour après brûler dans nos voitures, ça n'a pas d'avenir en fait. Il y aura de plus en plus de population sur la planète, de plus en plus de gens à nourrir, de plus en plus de biodiversité à protéger. Et donc, in fine, ces agrocarburants de première génération, peu importe leur impact climatique, n'ont pas leur place dans une société décarbonisée à long terme. Donc voilà, il y a un classement, mais quand même notre objectif final, et ce qu'on dit toujours, c'est que toutes les cultures alimentaires qui utilisent des terres agricoles ont des impacts néfastes pour l'environnement, sur le prix des denrées alimentaires, sur les populations locales. Donc c'est pas une solution. L'huile de pin qui est présentée un peu comme la panacée par nos amis finlandais également rentre dans la même catégorie. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que chaque chose est déjà utilisée. Donc, il n'y a pas une ressource indéfinie qui est là, qu'on va trouver et qui va par magie résoudre tous nos problèmes énergétiques. Et donc, il n'y a pas une solution qui ne sera pas déjà utilisée par un autre secteur ou qui n'aura pas des impacts indirects quand on la pousse, quand on la force à être utilisée dans les voitures. Donc, que ce soit l'huile de pin, ou les graisses animales, les huiles usagées aussi, où on voit que de plus en plus, il y a des énormes quantités d'huiles usagées qui arrivent de Chine, de Corée en Europe. On ne sait pas vraiment si c'est des vraies huiles usagées. Ça pourrait être peut-être de l'huile de palme où on a trempé une frite pour dire qu'elle a été usagée, puis finalement on va la mettre dans nos carburants. Donc il y a aussi beaucoup de questions sur ces nouvelles générations. Sergio. Je reviens sur les huiles usagées parce que lors de la précédente, je dirais, définition, directive, on avait donné un extra bonus pour tout ce qui était huile usagée. C'est-à-dire que l'huile usagée, 1 litre d'huile usagée valait 2 litres. 1 litre de biocarburant fait à partir d'huile usagée valait 2 litres d'un autre biocarburant. Alors, ce sont les Indiens surtout qui ont été les plus malins. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remplissaient des tankers entiers d'huile de palme. Ils les emmenaient en Angleterre, parce que les ports de déversement, c'était en Angleterre, et ils les brûlaient sur le chemin. Donc ils étaient brûlés dans les tankers, et on les emmenait en Europe. Et évidemment, sur le temps du trajet, le litre avait doublé de valeur. Les questions de concurrence se posent, moi j'irais bien au-delà, se posent vraiment sur la question de la sobriété. C'est-à-dire que cette question-là peut être résolue par une question de sobriété. C'est-à-dire que aujourd'hui, quel est l'usage que nous avons réellement de notre combustion de pétrole et d'énergie fossile ? Quel est l'usage que nous avons réellement de l'énergie fissile ? Quel est l'usage que nous avons réellement de l'énergie que nous tirons de la Terre ? C'était il y a une dizaine de jours, nous avons fêté une grande célébration, le jour de dépassement du français. Donc, c'est-à-dire que si toute la planète consommait comme un Français, nous aurions épuisé les ressources et c'était début mai. Pour la moyenne mondiale, nous consommons la planète. On va pas tarder à passer en juillet, je pense, mais on recule de 2 jours par an. Les Allemands, c'était fin avril, je crois. C'est ça.
Mais donc se pose réellement la question d'une consommation sobre. De pourquoi utilise-t-on notre énergie? Est-ce que nous n'en utilisons pas beaucoup trop par rapport à nos réels besoins? Pourquoi il y a tant de lumières qui sont allumées ce soir dans cette salle? Pourquoi en même temps, pourquoi on est aussi chaud aussi dans cette salle? Oui, mais là, je pense qu'il y a une légère dépendance du climat extérieur. Mais la question de la sobriété et la question de nos modes de consommation est une question corollaire à la question du débat énergétique. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre le débat énergétique de manière large en matière de concurrence sur les énergies. Et cette question de la sobriété devra être posée à un moment pour pouvoir répondre aux grandes questions énergétiques de notre territoire. Nous pouvons à un moment nous dire qu'on peut se passer intégralement des agrocarburants. Nous pouvons nous passer du fossile et du fissile, mais ça oblige à un changement de société. Est-ce que nous sommes prêts à ce changement de société? Est-ce que ceux qui choisissent la solution du court terme, parce que moi je me souviens quand dans les années 2000, on est venu nous vendre les agrocarburants comme était le moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'était le seul moyen que nous avions de pouvoir entrer dans le protocole de Kyoto. Et je me rends compte aussi au final que le seul moyen qu'on a eu de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'avoir une crise économique. Ce qui a le plus contribué aujourd'hui à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la crise économique. C'est horrible à dire, mais la crise économique a beaucoup plus de résultats que... c'est pour ça que je me dis que peut-être que sur le plan environnemental, les mesures que prend Trump aujourd'hui auront peut-être un effet bénéfique sur le climat dans 10 ans, après une crise économique majeure aux États-Unis, parce que c'est bel et bien à ça qu'il nous prépare, à une politique de court terme. Et c'est ça, justement, aujourd'hui, le débat sur lequel on devrait avoir, c'est-à-dire cette politique de court terme face à une politique de long terme, qui logiquement devrait être d'inspiration communautaire, et on se rend compte que dans ce dossier-là, l'Union européenne a totalement failli, parce qu'ils se sont laissés inspirer par les États et par les égoïsmes des États. Alors que les rapports sur les agrocarburants étaient tous alarmants. Je voudrais revenir... Dès le départ, ils étaient alarmants, les rapports, ou pas? Vous y avez cru? Oui. Dès le début, vous n'y avez pas cru? Il y a des Et... gens qui y ont cru au début quand même aux agrocarburants pour que ça arrive. Il n'y a pas eu que les lobbyistes, des diesel, etc. Il y a des les gens écologistes qui ont ont cru... dû y croire aussi, sans dénoncer. Il y en a eu quelques-uns, mais Jean Ziegler a fait les premiers papiers, c'était... dans la fin des années 90, sur la question de la concurrence alimentaire. Donc la FAO était très en amont sur le sujet. Moi, je voudrais revenir quand même sur le texte. Moi, je me souviens du texte quand on l'a reçu de la Commission européenne sur la limitation des agrocarburants. Le premier texte était bon. La proposition que nous faisait la Commission européenne était bonne au départ. Le texte faisait 3 pages et demie. Au fur et à mesure que les amendements avançaient, que les lobbyistes avançaient, que les États, pour pouvoir réussir à obtenir un soutien du Conseil européen, donc la représentation des 28 États membres, au fur et à mesure que ça avançait, le texte était détricoté au passage. Et le Parlement européen n'a pas été extrêmement fort pour affronter le Conseil, n'a pas voulu engager un bras de fer. J'ai vu sur d'autres textes le Parlement européen engager un bras de fer avec le Conseil. Le Parlement européen a gagné, a refusé de céder. Tout a été dans une certaine négociation. Sur ce texte-là, le Conseil européen a été beaucoup plus fort que le Parlement parce qu'il n'y a pas aussi de majorités qui sont dégagées au sein du Parlement européen, tout simplement. Mais si vous reprenez d'autres débats sur la question, par exemple, du triple 20, on parle souvent de la bataille gagnée par la présidence française, mais le triple 20, c'est la victoire du Parlement européen. Je me souviens que moi, dans le texte du triple 20 français, le seul mot qui apparaissait partout, c'était décarboner. Décarboner, ça veut dire nucléaire en français. Donc, en français courant, voilà, décarboner, c'était nucléaire. Ça, c'était la position française. Le Parlement européen a refusé de céder, et ben, les Français se sont couchés.
tout simplement, et ils avaient le soutien uniquement de la Grande-Bretagne sur la question du nucléaire. Et on n'était pas encore en post-Fukushima. Aujourd'hui, il se ferait balayer, c'est-à-dire aujourd'hui même le GAE n'utilise plus le mot décarboné. Ça y est, ils ont renoncé, ils ont compris que ça ne passait plus. Mais ce texte a été détricoté par les États. Et il n'y a pas eu ce rapport de force. Voilà. La proposition de la Commission européenne, moi je tiens à le redire, la première proposition de la Commission européenne était bonne. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque 4,7% de taux d'incorporation des agrocarburants dans les carburants européens, et on demandait un plafonnement à 5. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas nous reprocher de détruire des emplois, ce qui était probablement l'un des arguments des eurosceptiques. C'est pour ça que la Commission européenne aussi, de temps en temps, fait ce type de proposition. Donc, on ne détruisait pas d'emplois, mais on envoyait un message clair à l'industrie en leur disant « ne vous développez pas ». Et puis, on a commencé la longue litanie de toutes les exceptions qui ont commencé à apparaître dans le texte. Et chacun des États a commencé à demander son exception. Et ils ont commencé à se liguer avec les groupements, etc. La France a eu un comportement exécrable sur le dossier. Mais parce qu'il y avait à l'époque, le négociateur s'appelait Xavier Belin pour la France. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir des réponses, il fallait aller voir Xavier Belin. Moi, je me souviens de la rencontre avec Xavier Belin. Il nous a reçus pendant une heure et demie. Patron de la FNSEA. Patron de la FNSEA et patron de Sophie Protéol, qui s'appelle maintenant Avril. Xavier Belin, qui nous a reçus pendant une heure et demie au Salon de l'Agriculture. Chose qui est quelque chose qui est réservé uniquement aux guests. C'est-à-dire que même le président de la République n'avait pas forcément envie de passer une heure et demie avec Xavier Belin. Lui, il peut se permettre de dire non. Mais c'était vraiment un rapport de force. C'est-à-dire qu'on a vu l'État dans l'État. Et ce sujet-là, on le rencontre quasiment sur l'intégralité des dossiers. C'est la force et la puissance du lobbying. Mais... Oui. Le lobbying, Laura. Oui, alors à Bruxelles, c'est assez intense. Racontez-nous un peu comment ça se passe à Bruxelles. Eh bien, il faut imaginer des événements organisés par les industriels du biodiesel avec des centaines de personnes dans la salle et 2 personnes qui représentent les ONG au milieu de tout ça pour essayer de donner notre point de vue. Donc, et c'est souvent comme ça à Bruxelles sur tous les sujets. Enfin, c'est pas que les agrocarburants, c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit le pétrole, le transport en général, les camions, les avions. Nous, on voit ça tout le temps. Et après, il y a aussi plein de choses qu'on ne voit pas, comme des déjeuners, des appels, des coups de fil qui sont passés au plus haut niveau. Et en tant qu'ONG, bien sûr, on n'a pas les mêmes ports d'accès. Donc c'est là où tout se joue en fait. On a une marge de manœuvre assez poussée, notamment au niveau du Parlement européen. On a vraiment des portes d'entrée assez bonnes. Par contre, au niveau des États membres et donc de l'accès aux ministres, voire plus haut, là clairement, les ONG ont beaucoup moins de moyens de pression que des gros groupes industriels. Mais ayant dit ça, on a quand même des victoires au niveau européen qui sont assez importantes. Par exemple, la semaine dernière, on a eu la première proposition de standard pour les camions, donc pour réduire les émissions de CO2 des camions, la première au niveau européen. C'est grâce à un lobby aussi des ONG de demander depuis des années que ce soit mis en place, des partenariats avec les États-Unis, avec d'autres organisations, et ça porte ses fruits. Pas dans tous les dossiers, mais on arrive quand même à avancer les choses petit à petit, même si le rapport de force est clairement complètement inégal. Donc voilà, c'est intense, mais on a quand même des résultats. Puisque tu nous as montré le verre à moitié vide, moi je vais le montrer à moitié plein. On doit de l'Union européenne une législation sur la qualité de l'air. Est-ce qu'avec PSA et Renault en France, nous l'aurions obtenu ? Jamais. Jamais. On doit à la Commission européenne une directive sur la qualité des sols. Est-ce qu'avec les agriculteurs en France, on l'aurait obtenu ? Jamais. La qualité des sols, c'est par exemple aujourd'hui éviter les phénomènes de ruissellement, etc. C'est-à-dire que si nous nous mettions à la norme européenne, aujourd'hui on pourrait réduire quasiment de 20% les inondations et on réduirait aujourd'hui aussi une grande part des pesticides puisque ce qu'on appelle les mauvaises herbes sont aussi des retardants de l'écoulement d'eau et donc permettent une meilleure qualité des sols. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler des néonicotinoïdes en France sans qu'on ait eu le débat à Bruxelles, etc. Jamais.
Sur la question des agrocarburants, est-ce qu'on pourrait avoir ce débat-là ? Probablement pas, parce que la naissance des agrocarburants ne sont pas une inspiration communautaire, mais bel et bien une inspiration des États membres. Donc, la question du lobbying, certes, elle est très importante, mais ce lobbying est assez transparent quand on est au niveau communautaire. Et mon problème n'est pas les lobbyistes, parce que c'est normal qu'une personne défende ses intérêts, c'est ceux qui y cèdent. Donc c'est vraiment une question de personnes, et c'est peut-être qu'à un moment, on n'envoie pas aussi les bonnes personnes siéger dans les instances communautaires. Et pour comparer avec la France, la question du lobbying est très encadrée à Bruxelles. Les choses sont extrêmement transparentes. Vous pouvez demander aujourd'hui à la Commission européenne quelle est l'intégralité des documents qu'ils ont reçus sur la question des agrocarburants. Ils vous la communiqueront. Ils vous communiqueront tous les mails qu'ils ont eus avec tous les lobbyistes. Je me suis amusé à faire ça sur le débat post-Fukushima, à demander qu'est-ce qu'ils avaient reçu de la part d'Areva. Dans les 15 jours, j'avais la réponse. Je siège au Conseil régional d'Île-de-France, je demande le contrôle budgétaire du compte administratif de 2016, j'ai toujours pas eu une seule réponse. Donc, si je dois comparer, le mode de fonctionnement, il est certes extrêmement critiquable, mais aussi extrêmement démocratique, et on obtient des avancées au niveau communautaire qu'on ne pourrait même pas espérer dans le débat en France. Et sur la question, par exemple, des agrocarburants, on voit aussi des industries qui sont assez parallèles. On n'en a pas parlé forcément, et tu ne peux pas forcément en parler dans le film, mais on a vu une partie de l'industrie chimique aussi très intéressée par les agrocarburants et par l'intégralité de ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie verte, qui assez souvent sont de fausses bonnes idées, mais néanmoins, sur la question du biomimétisme, on trouve des choses très intéressantes. Après, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'on va en faire. Moi, je n'ai pas de problème avec les agrocarburants en question de technologie. J'ai un problème avec le changement d'affectation des sols, j'ai le problème avec la concurrence alimentaire, j'ai le problème avec tout ça. Les agrocarburants sont ni bons ni mauvais. Ce n'est pas une technologie qui est bonne ou mauvaise. C'est l'usage qu'on va en faire. Et c'est l'usage aussi qu'on n'en fait pas à un moment de ce qu'on pourrait faire à côté. Donc, il ne faut pas forcément avoir une réflexion simpliste, mais on revient sur ce que je disais au début, la question des fausses bonnes idées. La question des fausses bonnes idées, c'est typiquement ça. C'est typiquement aujourd'hui tout ce qu'on va faire sur les agrocarburants à base d'algues, qui vont être appelés agrocarburants de 3e génération, où à un moment, je suis sûr qu'on va avoir une petite algue proliférante qui va attaquer l'intégralité des côtes marines où elles seront produites. Ça va être aussi des algues qui vont avoir besoin d'extrêmement de chaleur. Donc ça veut dire d'énergie à un moment, et quand on est en concurrence des énergies, ça pose un problème. Un des exemples que j'avais sur la question énergétique qu'on a eu lors de l'ancienne mandature, c'était le projet Desertec. Desertec, c'était 400 km de panneaux photovoltaïques dans le désert du Sahara pour produire de l'électricité. On peut se dire que c'est à peu près le meilleur endroit quand même pour produire de l'électricité. Vous n'avez pas de concurrence sur les sols, etc. Sauf que l'électricité qui était produite était une électricité qui devait être importée en Europe plutôt que d'être consommée sur place, avec derrière des grands câbles électriques, des changements, des transformateurs, etc. C'est-à-dire que vous allez exploiter sur un territoire une énergie qui est abondante pour ce territoire pour que ce territoire ne puisse même pas en profiter. Donc on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre, on améliorait notre qualité de l'air au détriment d'une population qui, elle, va continuer à avoir les véhicules les plus polluants et n'aura pas accès à cette énergie à un très bas coût, parce que pour le coup, la question de Desertec, on pouvait aller voir le coût et le rendement de ce type d'installation. C'était sans commune mesure avec tout ce qu'on pouvait faire sur le continent européen. Laura et Sergio, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de passer avant de passer la parole pour les questions, peut-être. Ouais. Donc c'est à vous, chers amis du public, de...
Je voulais juste savoir, puisqu'on a parlé de l'Argentine et de l'Indonésie, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le débat qu'il y a peut-être aussi à l'intérieur de ce pays ou de ces pays, et peut-être aussi les contacts que vous avez au niveau des ONG avec j'imagine que ça existe quand même, une opposition par rapport à tout ce qui se fait comme destruction de terres et de forêts qui est invraisemblable. Ces photos étaient, je ne sais pas comment, si vous avez... non, j'imagine, parce que c'était très, très impressionnant, et j'imagine que ça ne reste pas sans réaction non plus. En Argentine même, et aussi en Indonésie, comment est-ce que la situation se présente dans ces pays? Et si on a parce qu'on parle de l'Europe, et on voit à quel point c'est déjà difficile. On a parlé du climat, on sait le sommet du climat qu'on a eu à Paris, à quel point c'est compliqué d'arriver à des résultats, disons, des négociations au niveau mondial. Mais est-ce qu'il y a d'autres institutions au niveau du système onusien pour faire pression un petit peu dans ce secteur de questions qui sont très compliquées, je trouve, hein, parce que liées entre écologie, commerce, droit, je ne sais pas, alimentation. Je trouve que ce sont des questions extrêmement compliquées parce que imbriquées. Plusieurs questions en une. Sergio, peut-être déjà sur l'Argentine et l'Indonésie, les réactions des populations. Par rapport à l'Argentine, oui, il y a évidemment des mouvements de lutte ou de protestation. Il y a le premier point, c'est l'accaparement des sols. C'est-à-dire qu'il est par l'agro-industrie, ça c'est un problème. C'est un problème sur lequel les syndicats des agriculteurs se battent, des petits agriculteurs. Aussi par l'ineptie, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin de sols supplémentaires qu'on va déforester et on va planter du soja sur des sols dont on sait qu'ils ne sont pas assez fertiles que pour pouvoir supporter la croissance du soja. Donc on sait que 3 ans après, le sol sera stérile. Donc on en arrive à des situations absurdes d'un point de vue, je dirais, agricole. Il y a l'accaparement des sols, elle crée la violence, et la violence, elle crée quoi ? Elle va jusqu'au meurtre, puisque c'est ce qu'on montre dans le film. Et on utilise toujours le voisin, c'est-à-dire qui c'est l'ennemi ? L'ennemi, c'est le voisin chez qui on va faire naître l'envie, chez qui on va lui faire promettre que lui, il aura son territoire protégé, on va lui donner quelques vaches en plus, etc. Et en échange, il va éliminer le voisin d'à côté. Il y a le problème de l'utilisation des pesticides, c'est-à-dire qu'on utilise l'augmentation de l'utilisation des pesticides en Argentine à augmenter d'une manière, je dirais, démentielle. Parce que les pesticides qu'on met s'ajoutent à ceux qui sont déjà présents dans les sols et qui étaient, je dirais, arrosés, dont on a arrosé les sols les années précédentes. Quand on va dans un des villages où on voit la maman avec sa fille, elle a une autre petite fille qui a eu des problèmes au niveau de la peau, c'est-à-dire des débuts de cancer de peau, quoi, liés je veux dire, à la fumigation, comment dire, l'épandage. L'épandage, voilà. Lié à l'épandage. Vous avez l'école qui est là et le champ qui arrive. Évidemment, quand on fait un épandage sur le champ, ça tombe dans la cour de récré de l'école. Enfin, je veux dire... Il y a eu des procès en Argentine très, très récemment. Il y a un agriculteur qui a gagné un procès contre Monsanto, justement. Je crois qu'on parlait d'opposition, de contestation. Ça commence aussi à se rebeller contre Monsanto et les firmes qui exploitent. Je ne sais pas en Indonésie, par contre, si c'est structuré, si c'est organisé. C'est structuré, c'est organisé, mais en même temps, c'est toujours les dollars qui font tourner la tête et le tournis des gens. Moi, vous avez les images de la fin du film. Donc, elles ont été tournées par un activiste indonésien qui travaillait pour une ONG américaine. Et là, à un moment donné, il interviewe des autochtones, je veux dire, des populations. Et en fait, j'étais moi-même un peu choqué. C'est-à-dire qu'il
ils n'étaient pas trop désolés par la déforestation. C'est qu'ils étaient là où ils étaient désolés, c'était la manière dont le chef du village, de la tribu, avait négocié, c'est-à-dire le manque à gagner. Et c'était là-dessus qu'il fallait se battre, quoi. Mais c'est-à-dire la proportion de la déforestation en Argentine, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire que on parle de millions d'hectares comme vous parlez d'art. Je veux dire, mon jardin fait 2 arts, 20 arts. J'ai un grand jardin. Souvent, j'étais avec un copain, il a dit, moi j'ai un grand jardin, il fait 20 arts. Ça fait 20 arts, c'est quoi? C'est 10 mètres sur 200, quoi. C'est un grand jardin. Mais là, on parle de millions d'hectares. On parle en perspective de 40 millions d'hectares d'huile de palme. Et qu'est-ce qui reste au niveau de la forêt primaire? 60 millions d'hectares. 60 millions d'hectares en Indonésie. Et ce qui est, d'une certaine manière, ça leur donne une capacité financière énorme. Et qu'est-ce qui déboise au Gabon, maintenant? C'est eux. Avec les soutiens de nos banques, évidemment. Avec les soutiens de nos banques. C'est les Indonésiens qui déboisent, parce qu'ils ont les techniques. Et BNP Paribas, HSBC, ils sont derrière. J'ai pas grand-chose à ajouter juste sur l'Indonésie. On a des partenaires dans ce pays-là précisément. Et donc, par exemple, ils sont venus à Bruxelles plusieurs fois pour participer à des événements, rencontrer les gens à la Commission, au Parlement, et donc faire part aussi de tous les problèmes qu'ils voient sur le terrain. Donc, voilà, on a des connexions directes avec eux. Moi, je vais faire une petite analogie. L'analogie, ce sont nos habitants, qui est de toute raison gardée, ce sont nos habitants de Notre-Dame-des-Landes. Tout simplement. C'est-à-dire que sur la question des combats, vous avez une société qui est pro-croissance, qui a besoin de cette sacro-sainte croissance pour réduire le chômage, pour créer des richesses, etc. sur le territoire. Mais ça se fait toujours au détriment, à un moment, de territoires et de personnes sur un territoire. C'est-à-dire que la marginalisation dont ils peuvent être victimes dans leur pays est assez insolente. Moi, j'ai vu, quand on a rencontré les Malais, les types se font huer, insulter, parce qu'ils sont contre un intérêt national. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué d'être banni, en plus d'avoir perdu tout, d'être banni de la société parce que vous avez l'outrecuidance de vous plaindre de ce qui va créer un intérêt national majeur. Ça, on le sent parfaitement en Indonésie, on le sent en Malaisie. Ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à vivre, aussi dans ce sens. Une partie de la question, c'est sur la régulation internationale, les instances, l'ONU, parce qu'on parlait de la Commission, mais que dit l'ONU sur la question? Est-ce que c'est l'OMC qui s'occupe de ça? Est-ce que on parlait des traités, des accords de libre-échange là, avec l'Indonésie? Au niveau international, pour le moment, toutes les réglementations climatiques, les agrocarburants sont considérés comme ayant 0 émission, en fait, puisqu'on suppose que la plante absorbe le CO2. Donc, in fine, on n'a pas de problème. Donc, c'est un peu l'hypothèse de base des grosses réglementations climatiques au niveau international, malheureusement. Donc ça, on essaie aussi de faire changer les choses à ce niveau-là, mais ça prend encore plus de temps qu'au niveau européen. Par contre, il y a aussi des discussions dans les instances onusiennes pour l'aviation, par exemple, ou le maritime, donc qui sont des modes de transport internationaux et donc qui doivent être réglementés par des organisations internationales. Et là, il y a aussi des discussions sur des critères pour faire en sorte que les agrocarburants n'aient pas trop d'impact néfaste, etc. Mais puisqu'on fait face à encore plus une multitude de pays avec encore plus d'intérêts divers, je peux vous dire que pour le moment, ça ne va pas forcément dans la bonne direction. Voilà. Donc, on en est là. Il y a plusieurs rapports qui sont très très intéressants, qui sont les rapports de la FAO, qui ont été des contributions majeures et qui permettent aujourd'hui de faire avancer la question et le débat. Le printemps arabe, faut jamais oublier qu'il est né d'une crise alimentaire. La Révolution française est née d'une crise alimentaire, d'un volcan islandais
qui est une éruption en 1783 et qui a refroidi l'atmosphère de l'hémisphère nord et qui a provoqué 5 années de famine sur le continent européen. Et donc cette fameuse phrase de Marie-Antoinette, mais que veut le peuple? Il veut du pain. Et il n'y en a plus, donnez-leur de la brioche. C'est typiquement la question de ce poids alimentaire. Aujourd'hui, dans la question de la préservation de certains acquis, quand on touche à la question alimentaire, c'est à peu près le seul moment où on peut voir déclencher des révolutions. Au Mexique, ça a été la question du maïs, etc. Donc la question alimentaire sera de toute façon la question primordiale pour rentrer sur la question des agrocarburants. La question climatique, moi, j'y crois pas trop. Parce que, franchement, si le climat était quelque chose d'important, on n'aurait pas aujourd'hui le type de politique qu'on est capable de mener. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de mener une politique où on réduit notre impact climatique en construisant des aéroports. Il n'y a pas de contradiction là-dedans, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à subventionner le pétrole et l'intégralité des carburants d'une manière qui est absolument inconsidérable en Europe. C'est-à-dire que si on devait aujourd'hui mettre le prix du carburant au réel coût pour la société, le litre de gasoil serait au-delà de 4 €. Et encore, on est extrêmement bas parce qu'on ne prend pas l'intégralité des coûts sur un très long terme. Mais le système des routes nous coûte très très cher, l'impact sur la santé nous coûte très très cher. Et alors on commence à nous parler d'intelligence artificielle dans des véhicules avec une mobilité électrique. Il faut savoir que ne serait-ce que la gestion de ce réseau aura un impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui sera nettement supérieur aujourd'hui quasiment au moteur thermique. C'est-à-dire que produire une voiture autonome individuelle, c'est déjà émettre 200 000 km d'équivalent fossile. Parce que vous avez besoin d'une batterie électrique, parce que vous avez besoin de mettre en place des data centers qui vont vous gérer l'intelligence artificielle qui est capable d'échanger toutes les informations, qui vont communiquer entre toutes les voitures, etc. Donc, la fausse bonne idée du véhicule sans moteur thermique pour réduire les polluants est déjà une idée qui, sur la question du climat, vous pouvez totalement la faire tomber parce que, au final, ça aura un impact climatique qui sera nettement supérieur. On est encore là sur la question des fausses bonnes idées, pouvoir maintenir le véhicule individuel pour chacun plutôt que de passer par des modes de transport collectifs qui, on sait, sont la solution. Donc voilà. Je voulais juste demander, est-ce que le film, il existe sous une forme plus d'une langue? Parce qu'il faut être assez polyglotte pour suivre. Est-ce qu'il y a une version allemande ou, je ne sais pas, italienne? Alors, il y a une déclinaison. Il y a multiples déclinaisons. Il y a effectivement une version doublée complète en français. Il y a une version sous-titrée en anglais, comme celle-là, exactement la même. En néerlandais, je pense, on a une version sous-titrée anglais-français, les deux. Donc voilà, c'est les versions qu'on a. Mais pour la population francophone et pour les télés francophones, on a une version doublée, complètement doublée. Et elle est dans l'Internet? C'est-à-dire on peut l'acheter, voilà. C'est bien. Voilà, oui. Mais il y a différentes, oui. Il est utilisé également comme élément pédagogique dans certaines écoles, universités déjà à l'heure actuelle. D'autres questions? Bien, bonsoir. Moi, j'ai été épaté par ce film. Il est vraiment grandiose. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous eu tous ces contacts? Comment êtes-vous d'abord entré vivant, vu le nombre de
de parti pris qu'il y a dans cette affaire. Et moi, je suis épaté. Et puis, vous avez fait un travail merveilleux. Et puis, vous avez rencontré des gens de qualité. Et je crois que ça tient du miracle. Et j'aimerais non pas connaître vos secrets, non, c'est pas là mon but, mais comment est-ce qu'on arrive quand même, malgré tout ce que vous avez décrit à vous quatre, à faire cette enquête? Merci. Écoutez, il y a... C'est un bon journaliste. Voilà. D'investigation. Voilà. Et puis après, on a plein de gens, plein de personnes qui vous entourent et qui vous aident. Il y a notamment Serge, un producteur français qui est là dans la salle, qui fait partie de tous ceux qui font que c'est un long périple. C'est un périple qui a été très long. Il y a des cheveux blancs là qui en font partie, qui sont des séquelles. Et je voudrais quand même dire que je n'ai pas été en Indonésie, que j'ai travaillé avec un journaliste indonésien parce que ils ne m'ont pas donné le visa journalistique. Et qu'à partir du moment où on m'a dit que je n'avais pas le visa journalistique, il était très dangereux d'aller en Indonésie. Qu'un jour, je pouvais rentrer dans ma chambre avec un petit sac blanc placé dans mon sac, la police intervient et j'allais croupir le reste de ma vie en prison. Je rappelle qu'il y a des journalistes, il y a une réalisatrice française qui est restée des années, je ne sais même pas si elle est encore sortie, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, donc il y a des choses, on prend des risques, mais aussi calculés, quoi. Voilà. Mais écoutez, les contacts, c'est à force de travail. Et puis des gens des gens avec qui, comme Laura, comme les gens de chez TNI, comme les gens d'Oxfam, comme les gens de BirdLife. Enfin, j'en oublie, je suis un peu honteux pour tous ceux que j'ai oubliés. Et puis rencontrer des gens passionnants, comme Corinne Lepage. Et puis après, il y a une capacité de faire une interview. Tout ça, c'est comme un cuisinier, quoi. Voilà. Corinne Lepage est considérée comme terroriste en Indonésie. Elle a eu des coupures presse la présentant comme une terroriste contre l'État indonésien. Bon, voilà, ça peut être considéré comme une fierté. C'est comme ça qu'elle l'avait prise à l'époque. Et bon, elle sait qu'elle est persona non grata sur le territoire. Donc, elle n'essaye même pas. Donc, ça ne l'attendait pas forcément plus que ça. Même si elle serait bien allée retourner voir. Elle serait bien allée voir sur le terrain l'impact exact. Parce que on le voit du ciel. Quand vous atterrissez à Jakarta, vous le voyez du ciel. Et il y a eu notamment à un moment une interdiction de survol du territoire indonésien parce qu'il y avait tellement de fumée suite à la combustion du bois et des forêts que l'aéroport a été fermé pendant 3 semaines. Et à ce moment-là, ils ont dit qu'ils allaient réduire un petit peu et qu'ils allaient, dès que c'était fini de brûler, ils allaient bien l'éteindre parce qu'il fallait quand même que les avions puissent atterrir. La boucle est toujours bouclée quand il s'agit de sobriété, pour le coup. Juste pour l'anecdote, avant que Suharto ne tombe, qui était le dictateur avant le régime actuel, il a donné des concessions sur des terres. Donc les grandes sociétés ont des réserves, en fait, de terres qui peuvent déforester. Donc on a interdit après la déforestation, mais en même temps, avant, on a donné des réserves de millions d'hectares, évidemment. On ne va pas donner 10 000, c'est bagatelle, non, de millions d'hectares de réserves de terre, de forêts qu'on peut encore brûler. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est le moment? Jamais. Oui. Monsieur en jaune. C'est un t-shirt soja ou tournesol? Tournesol. J'avais une question sur la corruption en Argentine, par exemple. Comment ça se fait que c'est la police qui vient déloger les habitants au profit des multinationales? Est-ce que vous avez creusé un peu cette question dangereuse ou... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, on a un système qui est assez similaire. C'est-à-dire que les terrains qui sont occupés par les populations autochtones appartient à l'État. Et ils occupent la plupart d'entre eux. En fait, l'immigration est arrivée. Les premiers Européens sont arrivés il y a 4 générations.
Et ces Européens qui sont allés jusqu'au bout se sont mélangés avec les populations autochtones. Ce qui s'est passé, c'est que la terre n'appartient pas à l'État fédéral argentin, mais elle appartient aux différentes régions. Et donc, il y a un effet de collusion entre les gouverneurs des provinces et les latifundistes, ou en tout cas les héritiers des latifundistes, et qui privatisent le sol, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils achètent ce sol qui est considéré comme un droit fondamental par les populations, et donc on a un mélange de deux législations l'une dans l'autre qui fait que, évidemment, puisqu'ils ont acheté la terre à la région Intel, à Santiago del Estero, par exemple, où on est passé, et ils font appel à la police, puisque eux ont les papiers. Mais par contre, au niveau fédéral, il y a ce droit, c'est un droit qu'ont les populations, je dirais, autochtones, d'occuper ces terres. Et donc, c'est un rapport de force. Des fois, les populations luttent et peuvent, chasser ces gens qui viennent leur prendre leurs terres, mais mais d'autres fois, non, ils se font chasser de leurs terres. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Par expérience, c'est une chose qu'on a pu voir dans quasiment l'intégralité des pays. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de corrompu quelque part, c'est parce qu'il y a eu un corrupteur. On oublie toujours, on voit toujours le corrompu, mais il y a bel et bien des multinationales derrière, que vous alliez au Gabon, que vous alliez en Indonésie, etc. Et que sur certains endroits, on peut trouver un soutien fédéral aux policiers pour chasser les paysans de certaines terres, tout simplement parce que vous avez des gouvernements qui sont extrêmement corrompus. L'Indonésie est l'un des pays les plus mal classés sur la question de la corruption et sur les questions de la démocratie et des libertés fondamentales. C'est pas pour rien que l'huile de palme arrive à se développer dans un gouvernement qui est extrêmement autoritaire. Les reculs des droits de l'homme au moment de la crise argentine ont aussi un impact d'acceptation sociale de petites corruptions sur la population en général. C'est quelque chose qu'on retrouve partout et c'est quelque chose qui a tendance malheureusement à être universel. C'était le mot de la fin peut-être. Sur la corruption. Peut-être un dernier tour de table pour un dernier mot. Peut-être est-ce qu'il y aura justement une suite alors? C'était même introduction pour savoir si ça valait le coup de faire une suite. J'ai l'impression que oui, mais est-ce que c'est un projet? De toute façon, il faut toujours, pour avoir une suite à un film, il faut toujours qu'il y ait des télés qui soient derrière pour pouvoir vous soutenir. Là, je travaille sur la surexploitation du gaz. Voilà, et en Russie, et sur la disparition de la dernière tribu nomade, parce qu'on est en train d'accaparer leurs terres pour utiliser le gaz. Un prochain débat peut-être à la Fondation. Laura, le prochain combat? Il y en a beaucoup, mais pour le moment c'est encore les agrocarburants. Donc juste pour votre information, il y a des débats en ce moment à Bruxelles et on pense que en juin, juillet, ça devrait être finalisé, donc on saura si l'huile de palme, par exemple, est complètement éliminée des agrocarburants ou pas. À voir, mais en tout cas, c'est des semaines assez cruciales qui se profilent dans les semaines à venir. Ce qui serait une victoire pour Corinne Lepage. Exactement. Et moi, je retiens quand même des choses qui sont assez positives de quelque chose qui peut paraître assez anxiogène. C'est qu'on a une capacité, à un moment, de se dire aussi qu'on a commis des fausses bonnes idées. C'est assez dommage parce qu'on s'engage vers d'autres fausses bonnes idées, mais on a cette capacité à pouvoir faire émerger des choses. Voilà, moi, si on m'avait dit que l'huile de palme pourrait être enlevée de la liste au moment où on a fait voter du texte, j'y aurais pas cru, parce que avec les lobbyistes qu'il y avait derrière, en l'espace de 5 ans, qu'il y ait une telle évolution, c'est quand même assez impressionnant. Je suis d'un naturel confiant quand même dans l'être humain, je suis d'un naturel confiant dans les institutions.
qu'elle soit européenne ou qu'elle soit de mon pays, parce qu'on a quand même la chance de vivre dans un régime démocratique, et c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Avec l'équilibre des pouvoirs, on a quand même des institutions qui réagissent bien, la justice réagit bien, les médias réagissent bien. Après, à nous aussi d'être des citoyens vigilants, c'est notre combat à nous aussi, et ça passe avant et pour tout sur la question aussi du mode de vie que nous voulons et que nous choisissons, c'est-à-dire que revenir à un peu plus de sobriété, même frugale, mais de sobriété et de simplicité, ne serait pas forcément un luxe. Je crois que le message est passé. Peut-être le prochain débat à la Fondation, on profite de ce moment peut-être pour l'annoncer. C'est jeudi prochain. Et là, on va parler de mai 68. Ah, super. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura aussi, le 30, je pense, il y aura aussi Cohn-Bendit qui va venir. Wow. Là, pour vous dire, parce qu'on a tellement du mal à la voir, même si lui veut plus parler de 68, parce qu'il en a marre, mais il viendra quand même, parce qu'il y a un de ses amis qui présente un livre là-dessus. Je voulais vous remercier vraiment de ce débat de grande qualité et de vos témoignages. C'était très, très important. Le film était passionnant, je pense, ça a été dit. Aussi vraiment saisissant par ces images et la thématique tellement complexe. Et vous terminez quand même avec une lueur d'optimisme à la fin, ce qui est bien aussi. Merci aussi pour la très, très bonne modération. Merci beaucoup. Et je pense, on continuera avec des thèmes comme ça. Je pense que ça montre quand même que, même si c'était pas aujourd'hui un jour peut-être idéal, mais merci d'être venu.